Bonjour tout le monde, merci d'être fidèle à cette chaîne YouTube et merci aux nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et je vous en remercie par avance. Alors, je vais revenir aujourd'hui sur un sujet que j'ai déjà abordé, mais sur un aspect particulier. En fait, je vous ai parlé de la dégradation considérable des relations entre la Chine et le Japon. Et cette crise, eh bien, au lieu de se résoudre, ne fait que s'envenimer. Le dernier incident en date, c'est un incident entre des avions de l'armée chinoise et des avions des forces d'autodéfense japonaises. Ça s'est passé le samedi 6 décembre et c'est devenu un autre élément, un autre facteur de crise. Alors, on va essayer de regarder les choses d'un œil un petit peu neutre de l'extérieur. Que s'est-il passé? Alors, selon la partie japonaise, des avions de l'armée chinoise, dans l'après-midi du samedi 6 décembre, ont pointé leur radar de conduite de tir sur des avions des forces d'autodéfense japonaises, ce qui constitue, selon les Japonais, un incident grave et même une menace. C'est comme, disent-ils, si on pointait un pistolet sur la tempe du pilote. Ça, c'est pour la version japonaise. Du côté chinois, on dit qu'il s'agissait de, de demander aux avions japonais de dégager. On était en plein exercice militaire, on avait prévenu avant et ils sont venus nous ennuyer. Donc, on les a alertés avec les radars. Ça, c'est la version chinoise. Côté japonais, on dit nous n'avions pas été alertés au préalable d'exercice. Dans un premier temps, le ministre dit cela. 2 jours après, le ministre dit je n'étais pas au courant d'un quelconque avertissement des autorités chinoises avant ces exercices. Et puis finalement, s'est produit quelque chose que n'attendait pas le gouvernement japonais, qu'il n'avait pas anticipé. Les Chinois ont dégainé un enregistrement de communication entre l'armée chinoise et les forces d'autodéfense japonaises, disant clairement nous commençons les exercices comme prévu, etc. Donc ce qui laisse, ce qui montre qu'il y a un avertissement de début d'exercice, et deux, que comme prévu, peut-être il y avait une autre annonce au préalable. Résultat des courses, le ministre de la Défense japonaise est obligé de reconnaître qu'il y a eu un contact préalable, puisqu'après vérification, le document sonore rendu public par les Chinois correspond parfaitement à l'enregistrement que possédaient aussi de leur côté les Japonais. Donc il n'y a pas de différence sur ce plan-là. Donc les Chinois n'ont pas triché. En revanche, les Japonais ont un peu merdé dans leur communication, pardonnez-moi le mot, en disant qu'il n'y avait pas eu du tout d'avertissement préalable et puis que le ministre, lui, n'était pas au courant. Puis finalement que si, il y avait eu un avertissement préalable. Mais pour continuer l'histoire, le gouvernement japonais et continuer de se défendre a dit il y a eu un avertissement, mais notoirement insuffisant, qui ne comportait pas toutes les informations nécessaires pour que nous puissions agir en conséquence. Dans tous les cas de figure, le problème n'est pas là. Le problème est que les radars ont été pointés sur les avions japonais, que ça se fait pas, que c'est dangereux et que ça dépasse les mesures nécessaires pour assurer la sécurité entre les appareils. Bon, les Chinois ont donné des détails supplémentaires, etc. Alors, si on regarde ça d'un œil extérieur, la première chose dont on se rend compte, c'est que est-ce que c'était bien nécessaire de rendre public cet incident? Et si oui, dans quel objectif, pour quelles raisons, et qui en a pris la décision? Alors, ne sachant pas moi-même répondre à ces questions, eh bien, je les ai posées au porte-parole du gouvernement. Radio France, Nishimura desu. 日中関係についてお尋ねします。日中関係がさらに悪化しないように、中国軍のレーダー照射の行為を静かに水面下で対応し、公用しないことの選択肢もあったと思いますが、日本の政府はどの理由で、どの目的で公表することにしたのか、また最終的に誰の判断だったのかを教えてください。Et la réponse, malheureusement, c'est une non-réponse, à part me dire que c'était une décision collégiale du gouvernement et que celui qui l'avait rendu public, c'était lui-même le porte-parole du gouvernement, ce qui est complètement décrédibilisant puisque c'est pas lui qui l'a rendu public initialement, c'est le ministre de la Défense. Donc non seulement il me répond à côté de la question, mais en plus il me répond en se trompant. Donc le ministre
de la Défense, c'est lui qui l'a rendu public et dans des conditions qui montrent bien, là aussi, une totale impréparation, puisque ces informations ont été rendues publiques, tenez-vous bien, par une conférence de presse convoquée en urgence dans la nuit du samedi au dimanche à 2 heures du matin. Alors, qui va à une conférence de presse à 2 heures du matin, à part les journalistes de médias japonais qui sont de toute façon presque sur place et sur le qui-vive et qui répondent au doigt et à l'œil à toute convocation du gouvernement? J'avoue que nous, la médias étrangers, on n'a pas été prévenus de cette conférence de presse à 2 heures du matin, donc déjà objectif raté, puisque le but étant à la fois d'informer les Japonais et la communauté internationale. Si on ne prévient pas les journalistes étrangers, puis si en plus on fait des conférences de presse à 2 heures du matin, ça n'a franchement aucun sens. Et en plus, si on est obligé de corriger ensuite ce qu'on a dit au cours de cette conférence de presse, ça pose un autre problème. Donc, les objectifs, à mon avis, du gouvernement japonais en rendant tout ça public sont doubles. Le premier objectif, c'est un objectif interne et c'est de loin le plus important. C'est de dire aux Japonais, voilà, nous ne nous écrasons pas contre la Chine, nous sommes un pays fort, nous sommes un gouvernement fort. Quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien, on le dit. Ça, c'est le premier objectif du gouvernement japonais et ça correspond tout à fait au discours de la première ministre, un Japon fort. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est essayer de rallier à sa cause la communauté internationale. Preuve en est le fait que le dimanche matin, au cours d'une réunion avec le ministre australien de la Défense, eh bien, le ministre de la Défense japonais a commencé la réunion en rappelant cet incident et en protestant contre cet incident afin d'avoir une réaction immédiate et allant dans le même sens du ministre de la Défense australien. Ce qu'il a obtenu, mais ensuite il a ramé en fait pour obtenir d'autres réactions internationales, notamment la réaction américaine qui a tardé, et puis les autres pays, grosso modo, se sont tus. Et puis, ce qui est inquiétant aussi, c'est que le gouvernement japonais n'arrête pas de répéter on traite les choses de façon sereine, sans s'énerver, etc. Et en fait, la réalité, c'est qu'avec ce type de communication où il y a une surenchère des deux côtés, on aggrave plutôt la situation, alors que, comme je l'ai demandé au porte-parole du gouvernement, il y avait un autre choix possible. Il y avait le choix possible de ne pas rendre public immédiatement cet incident et de tenter de le régler par la voie diplomatique en faisant jouer tous les leviers habituels entre les diplomates japonais et chinois, plutôt que d'étaler ça sur la place publique et puis d'échouer dans une communication un peu trop improvisée. Voilà, je voulais expliquer un petit peu les détails de cet incident parce que, bon, d'abord, c'est un incident rare, hein, ça n'est jamais arrivé entre des avions. Il y avait eu des illuminations, des pointages radars de cette nature en 2013 de mémoire, après, ou en 2012, dans ces eaux-là, en fait, après que le gouvernement japonais a décidé de racheter à un particulier des îles Senkaku. Et donc, la nationalisation de ces îles avait provoqué une crise de même ampleur que celle actuelle. Et il y avait eu en mer, cette fois, de la part d'un bâtiment de la marine chinoise, des illuminations radars envers les Japonais, mais dans l'espace aérien, c'est la première fois. Donc, il est légitime que le Japon soit pas content, qu'il proteste contre des actions de cette nature si elles ont eu lieu, mais la manière de le faire compte au moins tout autant si on veut résoudre une crise et en plus ne pas passer pour la partie qui finalement a donné des informations inexactes parce que c'est hélas ce qu'on en retient dans cette affaire, c'est que le gouvernement japonais a pataugé et c'est pas à son avantage et que la communauté internationale finalement elle s'est pas montrée très active pour voler au secours du Japon dans cette affaire. Donc il y a des leçons à retenir pour le Japon de cette mésaventure et il faut peut-être que les gens du ministère de la Défense aient un peu plus d'influence sur leur ministre qui aime bien être sur le devant de la scène, hein, c'est Shinjiro Koizumi, mais
qui manifestement manquent de bagages en la matière pour pouvoir présenter un argumentaire suffisamment solide qui soit convaincant à la fois en interne mais aussi à l'extérieur et qui ne soit pas démonté en un quart de tour par les Chinois alors que les Japonais, là, dans cette affaire, ont réellement merdé. Voilà, c'est dommage. À une prochaine fois pour la suite de ces bisbilles entre la Chine et le Japon, dont on espère quand même qu'elles vont trouver une solution sans que ça prenne des années. Au revoir.